En 1870, un homme de 31 ans à Cleveland, dans l'Ohio, contrôlait 4% de la capacité de raffinage du pétrole américain. En 1880, il contrôlait 90%. En 1904, il contrôlait 91% de la production pétrolière, 85% des ventes finales et avait créé le modèle de tous les monopoles qui existent aujourd'hui. Son nom était John D. Rockefeller. Et le système qu'il a construit, les structures d'entreprise qu'il a inventées, les tactiques monopolistiques qu'il a perfectionnées, ils ne sont pas morts quand Standard Oil a été démantelé en 1911. Ils ont évolué. Ils se sont répandus et ils contrôlent votre vie en 2025. L'essence que vous pompez, les médicaments que vous achetez, les plateformes technologiques que vous utilisez, la nourriture que vous mangez, les banques auprès desquelles vous empruntez, chacun utilise le manuel de Rockefeller. Intégration verticale, consolidation horizontale, capture réglementaire, fondation exonérée d'impôts qui façonnent les politiques et domination du marché si complète que la concurrence devient impossible. Rockefeller n'a pas seulement construit un empire pétrolier, il a construit l'architecture du contrôle corporatif moderne. Amazon l'utilise, Google l'utilise, Pfizer l'utilise, JP Morgan l'utilise. Ils ont tous appris du même plan, le plan Rockefeller. Contrôler la chaîne d'approvisionnement verticalement, éliminer les concurrents horizontalement, capturer les régulateurs, utiliser la philanthropie pour acheter la légitimité. Et lorsque le gouvernement finit par vous démanteler, assurez-vous que les pièces que vous contrôlez valent plus voire plus que l'ensemble. Comprendre le système n'est pas académique, c'est une question de survie. Le système est conçu pour extraire la richesse de vous et la concentrer au sommet. Et une fois que vous voyez comment il fonctionne, vous le verrez partout. John Davidson Rockefeller est né le 8 juillet 1839 à Richford, New York. Son père était un escroc qui vendait de faux remèdes contre le cancer. Sa mère était une baptiste dévouée. Cette combinaison, l'impitoyabilité de l'escroc et la certitude morale de la baptiste, définirait toute l'approche de Rockefeller en affaires. Il détruirait les concurrents sans pitié, tout en croyant que Dieu l'avait choisi pour organiser l'industrie pour le bien de l'humanité. Ce n'était pas de l'hypocrisie, c'était une conviction sincère que son monopole était moral parce qu'il apportait de l'ordre au chaos et de l'efficacité au gaspillage. En 1859, du pétrole a été découvert à Titusville, en Pennsylvanie. La ruée vers le pétrole a commencé. Des milliers de prospecteurs ont afflué dans l'ouest de la Pennsylvanie pour forer. Des fortunes se faisaient et se perdaient du jour au lendemain. C'était le chaos, l'essor et l'effondrement. La surproduction faisait s'effondrer les prix. Puis les pénuries les faisaient grimper. Rockefeller, qui avait 20 ans et travaillait comme comptable à Cleveland, a vu une opportunité, mais pas dans le forage. Le forage était volatile, risqué, dépendant de la chance. Rockefeller a vu une opportunité dans le raffinage, transformer le pétrole brut en kérosène pour les lampes. C'était la vraie affaire. En 1863, Rockefeller a investi 4 000 $ dans sa première raffinerie de pétrole à Cleveland. En 2 ans, c'était la plus grande raffinerie de Cleveland, mais Cleveland comptait 30 raffineries. La concurrence était féroce. Les marges étaient minces. La plupart des raffineries fonctionnaient au bord de la faillite. C'est là que le génie de Rockefeller est apparu. Il n'a pas essayé de rivaliser sur le prix. Il a essayé d'éliminer complètement la concurrence. Et il l'a fait par une méthode qui deviendrait le fondement de l'Amérique corporative, l'intégration verticale. L'intégration verticale signifie contrôler chaque étape de la production. La plupart des raffineries se contentaient de raffiner le pétrole. Elles achetaient du brut aux foreurs, le raffinaient et vendaient du kérosène aux distributeurs. Elles contrôlaient une étape. Rockefeller a décidé de contrôler toutes les étapes. Il a acheté les usines de fabrication de barils pour ne pas avoir à acheter de barils. Il a acheté des wagons-citernes et des chemins de fer pour expédier son propre pétrole. Il a acheté ses propres entrepôts pour le stockage. Il a acheté les réseaux de distribution pour vendre directement aux consommateurs. Chaque étape qui était auparavant une entreprise distincte, générant du profit pour quelqu'un d'autre, Rockefeller l'a internalisée. Cela lui a donné des avantages de coûts massifs. Alors que les concurrents payaient 25 cents par baril aux fabricants de barils, Rockefeller fabriquait les siens pour 15 cents. Alors que les concurrents payaient les chemins de fer pour expédier le pétrole, Rockefeller possédait les wagons-citernes et négociait des rabais secrets. Les chemins de fer le payaient pour expédier son pétrole et facturaient plus cher aux concurrents. Ce n'était pas seulement efficace, c'était prédateur. Rockefeller pouvait vendre du kérosène à des prix qui mettaient les concurrents en faillite tout en réalisant encore du profit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En 1870, Rockefeller a créé la Standard Oil Company de l'Ohio.
Sa capacité de raffinage était passée d'une petite usine à la plus grande opération de raffinage au monde. Mais il ne contrôlait toujours que 4% du raffinage américain. Ce n'était pas suffisant. Alors Rockefeller a lancé la deuxième phase de sa stratégie, l'intégration horizontale. Si l'intégration verticale consiste à contrôler toute la chaîne d'approvisionnement, l'intégration horizontale consiste à acheter ou à détruire tous les concurrents. En 1872, Rockefeller a initié ce que les historiens appellent le massacre de Cleveland. En 3 mois, Rockefeller a approché chaque propriétaire de raffinerie à Cleveland. Il a offert d'acheter leur raffinerie. S'ils acceptaient, il payait la juste valeur marchande et les embauchait souvent comme gestionnaires. S'ils refusaient, il lançait une guerre des prix. Rockefeller baissait le prix du kérosène en dessous du coût. Ses concurrents, qui ne pouvaient ne pas produire aussi bon marché, perdaient de l'argent à chaque vente. Ils avaient ce 2 choix, vendre à Rockefeller ou faire faillite. La plupart ont vendu. Quelques-uns se sont battus. Ils ont tous perdu. À la fin de 1872, Rockefeller contrôlait 25 des 26 raffineries de Cleveland. Il est passé de 4% à 25% de la capacité de raffinage américaine en 3 mois. C'était le plan, offrir d'acheter. S'ils refusent, les détruire économiquement et acheter les ruines. Cette méthode serait utilisée dans toutes les industries, par tous les monopoles pendant les 150 prochaines années. Mais Rockefeller n'était pas satisfait de Cleveland. Il voulait tout le pays. Au cours des années 1870, Rockefeller a étendu Standard Oil à travers l'Amérique. Il a acheté des raffineries à New York, Philadelphie, Pittsburgh, Baltimore. Il a utilisé les mêmes tactiques partout. Des rabais secrets de chemin de fer qui rendaient ses coûts d'expédition inférieurs à ceux des concurrents. Une intégration verticale qui rendait ses coûts de production les plus bas. Et des guerres de prix impitoyables qui détruisaient quiconque refusait de vendre. En 1879, Standard Oil contrôlait 90% de la capacité de raffinage américaine. Ce n'est pas une entreprise, c'est un monopole. Mais c'est là que le véritable génie de Rockefeller est apparu. Il a compris que les monopoles font face à 2 problèmes. Premièrement, ils sont illégaux. Le Sherman Antitrust Act a été adopté en 1890 spécifiquement pour démanteler des monopoles comme Standard Oil. Deuxièmement, ils sont détestés. Le public détestait Rockefeller, il était appelé un baron voleur, un tyran impitoyable, l'homme le plus détesté d'Amérique. Rockefeller avait besoin d'une solution aux 2 problèmes et il l'a trouvé, le trust. En 1882, les avocats de Rockefeller ont créé le Standard Oil Trust. Standard Oil de l'Ohio ne pouvait pas légalement posséder des entreprises dans d'autres États, mais un trust le pouvait. Rockefeller a créé un trust qui détenait les actions de toutes les entreprises Standard Oil. 41 actionnaires, tous Rockefeller et ses proches associés, contrôlaient le trust. Le trust contrôlait les entreprises. C'était le premier grand trust corporatif de l'histoire américaine. Et il est devenu le modèle pour tous les trusts qui ont suivi. Sugar Trust, Tobacco Trust, Steel Trust, tous ont copié la structure de Rockefeller. Le trust a permis à Rockefeller de contrôler un monopole national tout en se conformant techniquement aux lois des États. Mais plus important encore, il a créé une nouvelle entité juridique. Le trust n'était pas une entreprise, c'était une société holding. Il ne produisait rien. Il possédait juste d'autres entreprises. La structure évoluerait vers la société moderne, la société mère qui possédait des filiales. Berkshire Hathaway, Alphabet, Meta, Amazon. Ils sont tous des descendants du trust de Rockefeller. En 1904, Standard Oil contrôlait 91% du raffinage du pétrole en Amérique et 85% des ventes finales. Mais le public se retournait contre les monopoles. En 1890, le Congrès a adopté le Sherman Antitrust Act, rendant les monopoles illégaux. En 1906, la journaliste d'investigation Ida Tarbell a publié l'histoire de la Standard Oil Company, exposant les tactiques de Rockefeller. Rabais secret de chemin de fer, prix prédateur, écrasement des concurrents. L'indignation était énorme. En 1911, la Cour suprême a statué que Standard Oil était un monopole illégal et a ordonné son démantèlement en 34 entreprises distinctes. Cela aurait dû être la fin, la destruction du système, mais ce n'était pas le cas. C'était le début de l'évolution du système parce que lorsque Standard Oil a été démantelé, Rockefeller possédait toujours des actions dans les 34 entreprises. Standard Oil du New Jersey est devenu Exxon, Standard Oil de New York est devenu Mobil, Standard Oil de Californie est devenu Chevron, Standard Oil de l'Indiana est devenu Amoco, Standard Oil de l'Ohio est devenu Ohio, plus tard acheté par BP. Le démantèlement n'a pas détruit la richesse de Rockefeller, il l'a multipliée. Avant le démantèlement, l'action Standard Oil valait environ $600 par action. Après le démantèlement, la valeur combinée des 34 entreprises
valait plus de 2000 $ par action. La richesse de Rockefeller a triplé. Pourquoi? Parce que le démantèlement a forcé chaque entreprise à concourir, ce qui a stimulé l'innovation et l'efficacité. Et parce que briser un monopole en 34 entreprises qui dominaient de toujours leurs marchés régionaux, ce n'était pas vraiment briser le monopole, c'était juste le réorganiser. Aujourd'hui, la plupart de ces 34 entreprises ont fusionné. Exxon et Mobil ont fusionné en 1999, Chevron a acheté Standard Oil du Kentucky et Gulf Oil. BP a acheté Amoco et OIO. Le monopole Standard Oil, qui a été démantelé en 1911, s'est essentiellement reconsolidé en ExxonMobil, Chevron et BP. Le système s'est démantelé lui-même pour éviter la réglementation, puis s'est tranquillement remis en place sur 100 ans. Mais Standard Oil n'est même pas l'héritage le plus durable de Rockefeller. Le véritable héritage est le système lui-même. Les méthodes, les structures, le manuel. Amazon utilise l'intégration verticale exactement comme Rockefeller. Amazon a commencé comme une librairie en ligne. Maintenant, il contrôle toute la chaîne d'approvisionnement. Il possède les entrepôts, le réseau logistique, les camions de livraison, le traitement des paiements, l'infrastructure cloud qui héberge les sites web de ses concurrents. Amazon Web Services, AWS, génère 90 milliards de dollars de revenus annuels. C'est plus que le profit de vente au détail d'Amazon. Rockefeller contrôlait les raffineries, les chemins de fer et la distribution. Amazon contrôle la vente au détail, la logistique et l'informatique en nuage, même manuel, siècles différents. Amazon utilise également la consolidation horizontale. Il achète des concurrents. Whole Foods, Zappos, Twitch, Ring, MGM Studios, plus de 100 acquisitions. Quand il ne peut pas acheter un concurrent, il copie leurs produits et sous-cote leurs prix en utilisant les données de son propre marché. Les vendeurs tiers rapportent leurs données de vente à Amazon. Amazon analyse ces données, identifie les produits à succès, crée des versions Amazon Basics et les promeut au-dessus de l'original. C'est la version moderne de la guerre des prix de Rockefeller. Légale, à peine réglementée et d'une efficacité dévastatrice. Google utilise la structure de trust. Alphabet est une société holding qui possède Google, YouTube, Waymo, DeepMind, Verily et des dizaines d'autres filiales. C'est le Trust Standard Oil, une société mère contrôlant plusieurs sociétés d'exploitation. Cette structure protège le parent de la responsabilité, permet l'optimisation fiscale entre juridictions et rend le démantèlement réglementaire compliqué parce que chaque filiale est techniquement séparée. Les entreprises pharmaceutiques utilisent la stratégie de capture réglementaire de Rockefeller. Rockefeller ne concourait pas seulement sur les marchés, il façonnait les règles. Il a fait pression pour des réglementations ferroviaires qui favorisaient Standard Oil. Il a travaillé avec des politiciens pour fixer des normes pour le kérosène que ces raffineries pouvaient respecter, mais pas les concurrents. Aujourd'hui, les entreprises pharmaceutiques font de même. Elles financent la FDA par des frais d'utilisation. Elles font pression pour des extensions de brevets. Elles écrivent les réglementations par lesquelles elles sont censées être réglementées. Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, ils ont appris de Rockefeller. Contrôlez les régulateurs et vous contrôlez le marché. Le secteur financier utilise des structures de sociétés holding. JP Morgan Chase est une société holding qui possède Chase Bank, JP Morgan Investment Bank et de nombreuses filiales. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, toutes des sociétés holding. Quand Dodd-Frank a essayé de réglementer les banques après 2008, la structure de société holding l'a rendu presque impossible. Quelle entité réglementez-vous? Le parent ou les filiales? Rockefeller a résolu ce problème en 1882. Les banques ont copié la solution 100 ans plus tard. Et puis il y a la philanthropie, l'innovation finale de Rockefeller. En 1913, Rockefeller a créé la fondation Rockefeller avec un don initial de 250 millions de dollars. Plus de 7 milliards aujourd'hui. La fondation a financé la recherche médicale, l'éducation et la santé publique. En surface, c'était de la charité. Rockefeller redonnant. Mais regardez plus profondément. La fondation a permis à Rockefeller d'éviter les impôts sur les successions. Elle lui a donné le contrôle sur quelles universités recevaient du financement, ce qui signifiait le contrôle sur ce qui était enseigné et recherché. Elle lui a acheté la légitimité. L'homme qui a détruit des milliers de concurrents était maintenant un philanthrope. L'homme le plus détesté d'Amérique est devenu un bienfaiteur bien aimé. La fondation Rockefeller a financé la création de l'éducation médicale moderne. Elle a financé Johns Hopkins, l'université de Chicago, l'université Rockefeller. Elle a établi le modèle pour les écoles de médecine qui mettaient l'accent sur les interventions pharmaceutiques plutôt que sur les soins holistiques. Ce n'est pas une théorie du complot.
C'est de l'histoire documentée. La Fondation a façonné la médecine américaine pour favoriser le modèle pharmaceutique et les entreprises pharmaceutiques. Beaucoup descendants des divisions chimiques de Standard Oil en ont énormément profité. Aujourd'hui, chaque milliardaire utilise le manuel de Rockefeller. Bill Gates a fondé la Fondation Bill et Melinda Gates, 75 milliards de dollars d'actifs. Elle finance des initiatives de santé mondiale, façonne la politique de l'OMS et influence les gouvernements nationaux. Mark Zuckerberg a créé l'initiative Chan Zuckerberg. Warren Buffett a promis la majeure partie de sa richesse à la Fondation Gates. Ce ne sont pas que de la charité, ce sont l'évitement fiscal, la construction d'un héritage et l'influence politique. Rockefeller a inventé le modèle. Les milliardaires modernes l'ont perfectionné. La famille Rockefeller existe toujours influente. David Rockefeller, le petit-fils de John D., est mort en 2017 à l'âge de 101 ans. Il était président de Chase Manhattan Bank, fondateur de la Commission trilatérale, l'un des hommes les plus puissants de la finance mondiale pendant 50 ans. La richesse de la famille, estimée à 11 milliards, est répartie entre des centaines de trusts et de fondations. Il façonne toujours les politiques, finance selon la recherche et influence la politique 150 ans après que John D. ait lancé Standard Oil. Et voici la partie la plus importante. Le système n'est pas conçu pour être échappé. Il est conçu pour être invisible jusqu'à ce que vous soyez déjà piégé. Vous achetez de l'essence raffinée par ExxonMobil ou Chevron, descendant de Standard Oil. Vous achetez sur Amazon qui utilise l'intégration verticale et la consolidation horizontale de Rockefeller. Vous recherchez sur Google structuré comme un trust comme Standard Oil. Vous prenez des produits pharmaceutiques développés à travers un système médical façonné par des subventions de la Fondation Rockefeller. Vous faites vos opérations bancaires avec des institutions utilisant les structures de société holding de Rockefeller et vos impôts financent s'accordent dans des réglementations écrites par les industries réglementées, exactement comme Rockefeller l'a conçu. Le système se perpétue lui-même. Il concentre la richesse, il élimine la concurrence, il capture les régulateurs. Et il utilise la philanthropie pour acheter la légitimité tout en évitant les impôts. C'est le système Rockefeller. Et ce n'est pas une conspiration, c'est juste une structure d'entreprise légale, acceptée et répliquée par chaque entreprise dominante dans chaque industrie majeure. Vous ne pouvez pas acheter du pétrole en dehors des descendants de Standard Oil. Vous ne pouvez pas éviter le réseau logistique d'Amazon. Vous ne pouvez pas vous retirer de la médecine pharmaceutique façonnée par les subventions Rockefeller. Vous ne pouvez pas échapper au système bancaire construit sur le modèle de société holding de Rockefeller. Vous vivez à l'intérieur du système et le système extrait la richesse de vous chaque jour et la concentre au sommet, exactement comme Rockefeller l'a conçu pour le faire en 1870. Voici ce qui rend Rockefeller différent des autres barons voleurs. Carnegie a construit des aciéries. Quand il est mort, US Steel est resté, mais le contrôle personnel de Carnegie s'est terminé. Vanderbilt a construit des chemins de fer. Quand il est mort, les chemins de fer ont continué, mais se sont fragmentés. JP Morgan a construit des empires financiers. Quand il est mort, ses partenaires ont continué, mais sa domination personnelle s'est estompée. Mais Rockefeller a construit un système. Et les systèmes ne meurent pas avec leur créateur. Ils évoluent, ils s'adaptent, ils se propagent. Standard Oil a été démantelé en 1911. Mais le modèle d'intégration verticale s'est répandu dans toutes les industries. La structure de trust est devenue la société holding. La capture réglementaire est devenue le lobbying. La philanthropie est devenue des fondations. Chaque pièce du système de Rockefeller a été copiée, affinée et intégrée dans le droit des sociétés, le code fiscal et les cadres réglementaires. Rockefeller est mort en 1937, mais son système est devenu plus fort après sa mort, parce qu'il ne dépendait pas de lui. Il était structurel. Voici le mécanisme. Comment le système extrait la richesse de vous ? Vous avez besoin d'essence, vous avez un choix. Exxon, Chevron, BP, Shell, tous sont des oligopoles coordonnés par les prix descendants de Standard Oil ou utilisant ces méthodes. Vous ne choisissez pas. Vous sélectionnez entre les branches du même arbre. Vous devez acheter des produits. Vous avez un choix. Amazon, Walmart, Target. Amazon domine par l'intégration verticale. Walmart et Target doivent correspondre à son échelle ou mourir. Même système, entreprises différentes. Vous avez besoin de recherche Internet. Google a 92% de part de marché. C'est plus élevé que le pic de Standard Oil de 91%. Mais Google n'est pas considéré comme un monopole par les régulateurs parce qu'il est gratuit. Vous payez avec des données au lieu d'argent. Rockefeller aurait adoré cette innovation. Un monopole si complet que les utilisateurs ne réalisent même pas qu'ils paient.
Vous avez besoin de médias sociaux. Facebook a 3 milliards d'utilisateurs, Instagram aussi Facebook, WhatsApp aussi Facebook. Vous ne choisissez pas de plateforme, vous choisissez quelle propriété Meta utiliser. Consolidation horizontale, exactement comme Rockefeller. L'Américain moyen dépense 4 000 $ par an en essence, 3 000 $ par an sur Amazon, 5 000 $ par an en soins de santé au-delà de l'assurance, 4 200 $ par an en services Internet et technologiques. C'est 13 200 $ par an qui affluent vers des entreprises utilisant le système de Rockefeller. Sur une vie, c'est 660 000 $ de transfert de richesse, pas vers des startups innovantes ou des petites entreprises, vers des sociétés monopolistiques utilisant des tactiques chez Yakuai de 150 ans pour éliminer la concurrence et extraire le profit maximum. Et vous ne pouvez pas y échapper. Vous pourriez refuser d'acheter de l'essence, mais vous devez travailler, ce qui nécessite un transport. Vous pourriez refuser d'utiliser Amazon, mais les prix compétitifs et la commodité rendront cela presque impossible à éviter. Vous pourriez refuser Google, mais quelle alternative à 92% de part de marché? Vous pourriez refuser Facebook, mais la connexion sociale est contrôlée par les plateformes de Meta. Vous pourriez refuser la médecine pharmaceutique, mais les licences médicales, la couverture d'assurance et l'acceptation culturelle sont toutes façonnées par le système Rockefeller. C'est la réalisation ultime de Rockefeller. Pas qu'il soit devenu l'homme le plus riche de l'histoire, qu'il ait construit un système qui rend l'évasion impossible. Un système où chaque chemin mène au contrôle corporatif consolidé, où la concurrence est écrasée avant qu'elle ne menace les acteurs dominants, où les régulateurs protègent les titulaires au lieu des consommateurs, où la philanthropie achète l'influence qui perpétue le système. Mais voici ce que Rockefeller a compris que la plupart des gens manquent. Le système n'est pas mauvais. Il est efficace. L'intégration verticale réduit les coûts. La consolidation horizontale élimine la concurrence inutile. La capture réglementaire fournit la stabilité. Les fondations financent de vraies recherches. Le système fonctionne. Il livre des produits moins chers, plus rapides et plus fiables que les marchés chaotiques. Standard Oil a rendu le kérosène abordable pour les Américains moyens. Avant Standard Oil, le kérosène coûtait 58 cents le gallon. Après les efficacités de Standard Oil, 8 cents le gallon, une réduction de prix de 86%. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est de l'efficacité. Amazon livre des produits en 2 jours. Google répond à chaque question en secondes. ExxonMobil produit de l'essence à grande échelle. Pfizer développe des médicaments qui sauvent des vies. Le système livre de la valeur. Le problème n'est pas qu'il ne fonctionne pas. Le problème est qu'il concentre la richesse au sommet, tout en livrant l'efficacité en bas. Vous obtenez de l'essence bon marché, une expédition rapide, des informations instantanées et des médicaments efficaces. Les héritiers de Rockefeller obtiennent des billions de richesses accumulées. Les deux choses sont vraies. Alors que faire? Comment répondre à un système auquel vous ne pouvez pas échapper? 3 options. 1. Acceptez-le. Comprenez que la consolidation et le monopole sont des caractéristiques du capitalisme avancé, pas des bugs. Utilisez les efficacités qu'ils fournissent. Achetez sur Amazon. Utilisez Google. Acceptez que la richesse se concentrera. 2. Résistez-y. Soutenez l'application antitrust. Achetez auprès de petites entreprises même quand ça coûte plus cher. Utilisez des alternatives même quand elles sont inférieures. Votez pour des politiciens qui promettent de démanteler les monopoles. Rendez le système moins efficace en échange de moins de consolidation. 3. Comprenez-le et positionnez-vous en conséquence. Si vous ne pouvez pas échapper au système, profitez-en. Achetez des actions dans les entreprises qui dominent. Exxon, Chevron, Amazon, Google, Pfizer, JP Morgan. Si le système extrait la richesse de tout le monde et la concentre dans ses entreprises, possédez ces entreprises. C'est ce que Rockefeller a fait. Il possédait Standard Oil pendant que tout le monde achetait ses produits. Il a extrait la richesse du système qu'il a construit. Vous pouvez faire de même, pas à son échelle mais proportionnellement. Possédez les extracteurs au lieu d'être extraits. John D. Rockefeller est mort en 1937 à l'âge de 97 ans. Il a vécu assez longtemps pour voir Standard Oil démantelé, se reconsolider et répandre ses méthodes dans toutes les industries. Il a vécu assez longtemps pour voir sa fondation remodeler la médecine et l'éducation américaine. Il a vécu assez longtemps pour voir ses petits-enfants positionnés au sommet de la finance et de l'industrie américaine. Il a construit un système qui lui a survécu d'un siècle et nous survivra à tous. Le système est l'intégration verticale, la consolidation horizontale, les trusts d'entreprise, la capture réglementaire et l'influence philanthropique.
Il a commencé avec Standard Oil. Il s'est répandu à l'acier, au chemin de fer, au sucre, au tabac, puis aux automobiles, à l'électronique, aux produits pharmaceutiques, à la technologie. Maintenant, il domine tous les secteurs de l'économie et vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez seulement le comprendre. Rockefeller a dit « La concurrence est un péché ». La plupart des gens entendent cela comme de la cupidité, mais Rockefeller le voulait théologiquement. La concurrence est gaspilleuse. Elle duplique l'effort. Elle détruit le capital. La consolidation est vertueuse. Elle crée l'efficacité. Elle sert les consommateurs par des prix plus bas. Le monopole n'est pas un vol. C'est l'état final naturel des marchés efficaces.